Lorsque l'Atlas 3i a plongé dans le domaine incandescent du Soleil, on s'attendait au silence, à une rupture, peut-être un dernier nuage de poussière. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Il a brillé d'une intensité sans précédent, augmentant sa luminosité de plus de 500% au sein du brasier solaire. Caché derrière le Soleil, hors de portée de la Terre, il a pris une teinte bleue impossible, plus chaude que la lumière du Soleil elle-même. Simple loi de la physique ou œuvre préméditée? Fin octobre 2025, l'Atlas 3i disparut du champ de vision terrestre, masqué par la conjonction solaire. Les télescopes terrestres furent aveuglés, précisément au moment le plus critique. On crut à la fin des observations, mais c'était le début de quelque chose de plus grand. Alors que les observatoires optiques abandonnaient leurs observations, un réseau discret d'instruments disséminés le long de l'orbite solaire, conçu non pas pour étudier les comètes, mais pour surveiller le Soleil, poursuivait son travail. Les coronographes, destinés à masquer le disque éblouissant de l'étoile et à analyser sa couronne, ont enregistré l'objet des millions de fois entre le 21 et le 29 octobre, sans que personne ne s'en aperçoive. La géométrie qui a aveuglé la Terre a parfaitement aligné les yeux robotiques de l'espace. Une fois les données compilées et analysées, une évidence s'est imposée. L'objet n'a jamais été invisible. Suivi tout au long de son passage à travers l'éruption solaire, sa réaction a défié toutes les connaissances actuelles, suggérant un type d'énergie qu'aucune comète naturelle ne devrait posséder. Le monde a détourné le regard. Les machines, elles, sont restées attentives. Et elles ont été témoins de l'impossible, un visiteur interstellaire qui a contemplé le Soleil et en est ressorti plus fort. Pour suivre l'Atlas 3i à travers l'univers éblouissant du Soleil, il faut d'abord comprendre les observateurs. 3 missions distinctes qui ont formé une alliance fortuite dans l'espace. Le satellite le plus proche de la Terre était GOES 19, le dernier d'une longue série de satellites météorologiques géostationnaires. Lancé en 2024, il est resté fixe au-dessus du même méridien, effectuant une rotation en 24 heures. Parmi ces capteurs météorologiques figurait un coronographe petit mais puissant. Le CCOR-1, compact, le coronographe. Conçu non pas pour les comètes, mais pour surveiller les éruptions solaires susceptibles d'affecter les satellites et les réseaux électriques, son principal atout résidait dans sa stabilité. Pointé en permanence vers le Soleil, il capturait des séquences d'images toutes les quelques minutes. Il fournissait ainsi un enregistrement continu de tout ce qui passait près du bord solaire. Plus loin encore, en orbite autour du Soleil, se trouvait Stéréo A, seul survivant d'une mission double lancée en 2006. Son partenaire, Stéréo B, avait cessé de fonctionner des années auparavant, laissant Stéréo A poursuivre sa route seule, légèrement au-delà de l'orbite terrestre. À son bord se trouvait l'ensemble d'instruments SECHI, Sun-Earth Connection Coronal and Central Interchange, Héliosphère Investigation, qui abritait 2 caméras cruciales, HI-1 et COR-2. HI-1 observait les régions éloignées du Soleil, détectant la faible lumière émise par la poussière et le plasma de l'héliosphère. COR-2, quant à lui, se concentrait sur la couronne solaire, la cartographiant avec une précision stupéfiante. Ensemble, ils ont permis de combler le fossé entre le disque lumineux du Soleil et le vaste milieu interplanétaire. Au point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil se trouvait le vétéran sondeur SOHO, en service depuis 1995. Son instrument LASCO C3, un coronographe grand angle, avait déjà découvert des milliers de comètes frôlant le Soleil. Mais en 2025, il a été témoin d'un phénomène sans précédent, un objet interstellaire accélérant de manière étrange et silencieuse. Ces 3 perspectives, GOES 19, fixe au-dessus de la Terre, Stéréo A, qui le devance, et SOO, suspendu au point de Lagrange L1, formaient un triangle d'observation.
Lorsque l'Atlas 3I est passé derrière le Soleil, il n'a pas disparu. Il est entré dans un système de caméras orbitant à l'intérieur du domaine solaire. De ces observations simultanées a émergé le premier portrait coordonné et multi-instrumental d'un objet interstellaire au bord de l'embrasement. Dans le silence de l'espace profond, les premiers signes du retour de 3I Atlas ne provenaient pas d'un observatoire terrestre, mais du bruit de fond d'un instrument solaire conçu pour observer les tempêtes, et non les étoiles. Au centre de contrôle de la NOAA, les ingénieurs examinaient des images du coronographe CCOR-1 lorsqu'un détail subtil a commencé à se révéler. D'abord presque imperceptible, puis indéniable. Dans le flux de plasma et de rayonnement qui domine habituellement ces images, un pixel unique se déplaçait de façon intentionnelle. Sa position correspondait exactement à la trajectoire prévue de l'objet interstellaire. Dans les jours qui suivirent, une confirmation vint d'ailleurs. À bord de Stéréoa, en orbite devant la Terre, les caméras HI-1 et COR-2 l'avaient également capturé. Lorsque des centaines d'images furent superposées et alignées selon leur mouvement prévu, le bruit de fond disparut et l'Atlas 3I fut révélé. Sur fond de scintillement du vent solaire, son noyau brillait d'une pulsation régulière. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de l'appareil photo, les scientifiques ont aligné les images avec une étoile témoin proche. L'étoile est restée immobile. L'objet, lui, bougeait. Il devenait de plus en plus brillant, bien plus que la lumière du Soleil ne pouvait le justifier. Sur Lasco C3, à bord de SOHO, la même découverte a eu lieu. Chaque image, enregistrée depuis le point L1, montrait le même point lumineux s'ouvrant dans une lueur symétrique. Sur l'une des mosaïques, la direction du mouvement était indiquée par une petite flèche, portant la mention « plus Wines Cephei ». Les axes solaires et antisolaires ont été tracés avec précision. Nord parfaitement orienté. Précision absolue. Mais au-delà de ces notes méticuleuses, un phénomène extraordinaire se produisait. Les piles d'images racontaient une histoire invisible à l'œil nu. Un voyageur interstellaire s'allumait au sein du halo solaire. Sur les panneaux supérieurs, l'image de l'Atlas 3I se détachait nettement du bruit. Sur les panneaux inférieurs, l'étoile de contrôle restait froide et stable. La différence était flagrante. L'objet avait changé. À l'approche du 29 octobre, chaque instrument a enregistré la même transformation. Le halo s'élargissait, le noyau s'amincissait, la lumière devenait presque indomptable au sein de l'éclat solaire. Les caméras, conçues pour capturer les tempêtes solaires, ont été témoins du moment où un objet extraterrestre a commencé à briller de sa propre lumière. Une fois les données compilées, un chiffre s'est démarqué, 7,5. Il s'agissait de l'exposant de la courbe de luminosité de 3I Atlas lors de son approche du Soleil. Une valeur si abrupte qu'elle paraissait irréaliste. Selon les lois mathématiques prévisibles du comportement cométaire, la luminosité suit généralement une loi de puissance, 4, en fonction de la distance au Soleil, R4. Le nombre de photons solaires double et la luminosité quadruple. Mais l'Atlas 3I ne respectait pas cette loi. Sa luminosité augmentait presque 10 fois plus vite, suivant R75, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1. Pendant des jours, les astronomes refirent tout l'étalonnage, vérifièrent les instruments, soupçonnèrent une erreur de traitement. En vain. Peu importait que les données proviennent de Coronagraph for Climate. Observation et recherche, 1. Héliosphère imageur, 1. Coronographe, 2. Grand angle spectrométrique, coronographe, appareil photo, 3. Toutes les courbes étaient identiques. La luminosité n'était pas une illusion, elle était intrinsèque. Quelque chose à l'intérieur de l'objet réagissait à l'énergie solaire par une amplification impossible. La physique n'offrait aucune explication claire. La surface, déjà connue pour contenir très peu de glace d'eau, ne pouvait pas se sublimer avec une telle intensité.
Les spectres précédents avaient révélé une prédominance de dioxyde de carbone, un composé volatile au comportement modéré, même à proximité de l'orbite de Mercure. Et pourtant, la courbe de luminosité augmentait, comme si une nouvelle source d'énergie s'était allumée en elle, se nourrissant de la lumière du Soleil, comme du carburant pour une flamme. Certains théoriciens ont suggéré une sublimation en cascade, une épaisse couche de composés volatiles piégés qui, une fois exposés, déclencherait des séries d'éruptions, révélant davantage de matière à chaque explosion. D'autres ont émis l'hypothèse d'une accumulation électrostatique, le plasma solaire induisant des décharges à la surface. Mais aucun modèle ne pouvait expliquer une telle augmentation abrupte, ni la symétrie soudaine de la luminosité autour du noyau. Visuellement, la courbe ressemblait moins à une réflexion qu'à une explosion. À chaque réduction de moitié de la distance au Soleil, sa luminosité se multipliait presque par 10, comme si l'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière, mais générait sa propre lumière. Un halo de 300 000 km de large. À la mi-octobre, 3I Atlas était déjà devenu bien plus imposant qu'une comète. Le coronographe CCOR-1, à bord de GOES 19, a enregistré une structure faible mais mesurable entourant l'objet. Une sphère de lumière diffuse de près de 300 000 km de diamètre. Pour un œil non averti, cela n'apparaissait que comme un léger flou. Mais pour les scientifiques qui calibraient chaque pixel, c'était une structure colossale de la taille de Jupiter, se dilatant silencieusement dans l'éclat du Soleil. Et ce halo n'était pas qu'un simple reflet. En août dernier, l'observatoire ESPEREX avait détecté un panache de dioxyde de carbone émanant du même objet, mesuré dans l'infrarouge. À présent, CCOR-1 observait son pendant visible. La lumière solaire diffusée par le dioxyde de carbone, la poussière, les gaz et d'autres éléments. La constance de cette lueur, sa symétrie radiale et sa stabilité malgré la pression intense du vent solaire étaient tout à fait anormales. Chez les comètes typiques, la coma se déforme et ondule sous l'effet du rayonnement solaire. Le halo de 3I Atlas est resté centralisé et lisse, comme s'il s'agissait d'un champ autonome. Les chercheurs ont tenté de simuler ce phénomène en appliquant des modèles de flux de particules dans un logiciel d'héliophysique utilisé pour étudier la couronne solaire. Aucun de ces modèles ne correspondait aux données réelles. Pour maintenir un halo aussi uniforme, Atlas aurait dû émettre de la matière de façon parfaitement équilibrée sur toute sa surface, ou être enveloppé par un champ d'énergie stabilisateur contrôlant son flux. Ces deux possibilités dépassaient les limites de la physique connue. Visuellement, les images étaient saisissantes. Sur les mosaïques aux couleurs artificielles des coronographes, le Soleil apparaissait comme un disque noir, obscurci par le masque de l'instrument. Autour de lui, des jets de plasma scintillaient, et au milieu de ce chaos, planait une sphère de lumière parfaite, sans queue visible, irradiant un doux bleu sur le fond blanc de la couronne. C'était une image à la fois paisible et surnaturelle. Un corps venu d'un autre système stellaire, entouré d'une enveloppe gazeuse de la taille d'une planète, flottant dans une région de l'espace où la plupart des comètes se désintégreraient complètement. Et, malgré le rayonnement croissant, il ne montrait aucun signe de fragmentation. Pas de panache de débris. Pas de jet violent. Juste cette sphère immense et stable, comme si elle avait toujours été là, indifférente à l'enfer qui l'entourait. Lorsque les images superposées ont été traduites en photométrie couleur, une autre surprise est apparue, peut-être la plus choquante de toutes. L'objet était plus bleu que le Soleil. À première vue, cette phrase semblait erronée. La photosphère solaire, à environ 5800 Kelvin, constitue la limite supérieure pour la plupart des réflecteurs naturels du système solaire interne. La poussière, les gaz et la glace diffusent la lumière solaire, mais toujours avec une teinte rougeâtre. Les matériaux froids absorbent les courtes longueurs d'onde et les réémettent faiblement, ce qui confère aux comètes des teintes chaudes et orangées.
3i Atlas a complètement dérogé à cette règle. Grâce à la combinaison des canaux de couleur de Lascaux et CCOR1, sa lumière était davantage orientée vers les courtes longueurs d'onde, d'un bleu saphir profond, perçant l'éclat du soleil comme une flamme bleue. Aucun mécanisme connu de réflexion solaire ne pouvait expliquer ce phénomène. Cela indiquait que l'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière, mais qu'il l'émettait. Le spectre d'émission suggérait une forte contribution de gaz ionisé, probablement du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone, par fluorescence, sous l'effet d'une excitation extrême. Malgré cela, l'intensité était trop élevée. Au sein de la communauté des héliophysiciens, des commentaires discrets commencèrent à circuler concernant une possible source émissive au sein du noyau. Le terme était volontairement vague. Cela pourrait indiquer une décharge de plasma, une croûte électriquement active réagissant au vent solaire, ou, plus énigmatiquement, une source d'énergie interne générant son propre spectre. Quelle qu'en soit la cause, la luminosité visible était disproportionnée par rapport à la taille de l'objet. Sur les images du 27 octobre, la teinte bleue était encore plus intense. Équipe de la constellation de satellites Punch, en combinant toutes les images capturées par leur filtre de 0,55 micromètres, a immortalisé une sphère d'une pureté cristalline suspendue à la périphérie du Soleil. Il s'agissait de la même région où, quelques jours plus tard, Atlas atteindrait son périhélie. Pour ceux qui avaient observé ces phases précédentes, cette transformation était déconcertante. Quelques mois auparavant, l'Atlas 3i apparaissait opaque et rougeâtre, reflétant la lumière à travers une brume riche en carbone. À présent, il flamboyait comme une flamme bleue. Ce changement était plus qu'esthétique. Il constituait la preuve tangible d'une réaction en chaîne. Dans la hiérarchie des anomalies qui caractérisaient ce visiteur interstellaire, celle-ci semblait personnelle. La poussière vire au rouge. La chaleur vire au rouge. Le froid vire au rouge. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans la fournaise du Soleil, l'Atlas 3i devint bleu, comme si son cœur brûlait d'une chaleur plus intense encore que celle de la lumière solaire. Fin octobre, les chercheurs qui mettaient à jour le journal des anomalies de l'Atlas 3i constatèrent que la liste s'était encore allongée. L'objet avait déjà contredit 8 prédictions fondamentales. Il présentait une accélération non gravitationnelle dans la direction opposée au dégazage. Ses émissions étaient dominées par le dioxyde de carbone. Sa coma était presque exempte de poussière. Il conservait une activité persistante, même en dessous de sa température de sublimation. Il présentait un amortissement rotationnel sans perturbation de sa rotation. Il révélait des jets symétriques. Il présentait des signatures de nickel et de carbone jamais observées auparavant chez les comètes. Et sa courbe de luminosité était beaucoup plus abrupte que ne le prévoit la théorie. Désormais, grâce à la nouvelle photométrie couleur, une 9e observation a été faite. Un spectre plus bleu que celui du Soleil. La nouvelle photométrie couleur a ajouté un 9e élément. Un spectre plus bleu que celui du Soleil. Dans le comportement normal du système solaire, lorsque les comètes s'approchent du Soleil, elles perdent des composés volatiles et libèrent des grains sombres qui diffusent les grandes longueurs d'onde, prenant ainsi une teinte plus rougeâtre. Or, les instruments Lascaux, C3 et CKOR1, ont mesuré le phénomène inverse. Entre le 23 et le 29 octobre, l'indice de couleur BV d'Atlas est descendu en dessous de 0,6, indiquant que sa lumière réfléchie transportait un flux de rayonnement à ondes courtes supérieur à celui du spectre solaire de référence. En pratique, le rayonnement était comparable à celui émis par une surface à une température supérieure à 6000 Kelvin. Les modélisateurs ont d'abord incriminé l'étalonnage, mais la comparaison entre les instruments a invalidé cette hypothèse. Le même biais bleuté est apparu aussi bien dans les données brutes du CCD que dans les courbes de flux corrigées. Il ne s'agissait pas de bruit, mais d'émission.
la reconstruction spectrale a révélé une fluorescence du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone ionisé, provoquée par des électrons provenant du vent solaire ou d'une décharge de plasma interne. Dans tous les cas, la lumière n'était pas réfléchie, mais émise. Cela a également modifié les prédictions de luminosité. L'émission visible dépassait désormais l'énergie disponible provenant de la seule lumière solaire, suggérant un processus de conversion interne, chimique, électrique ou autre, libérant des photons indépendamment de toute réflexion. Combiné à la loi de luminosité R7,5, le changement de couleur indiquait que la réponse de l'objet à l'échauffement était non linéaire, auto-amplifiée et peut-être même progressive. Pendant que le spectre était débattu, les experts en dynamique orbitale ont remarqué quelque chose d'aussi étrange. La géométrie d'observation était parfaite. Lors de la conjonction, Atlas aurait dû être complètement indétectable par les observatoires terrestres. Mais toutes les missions solaires actives ont couvert sa trajectoire. L'alignement a commencé par la mécanique orbitale. Le 21 octobre 2025, l'objet est passé à 5,8 degrés au sud du centre solaire, vu de la Terre. Le champ d'observation de LASCO C3 s'étend sur 32 rayons solaires, une largeur suffisante pour inclure ce déplacement. Au même moment, Stéréo A, en retard de 23 degrés par rapport à la Terre, a observé la même région latéralement grâce aux instruments COR2 et HI1, tandis que GOES 19, en orbite géostationnaire, a maintenu le Soleil centré dans son champ de vision grâce à CCORU1. Les trois perspectives se chevauchaient à moins d'un demi-degré près, une configuration improbable qui n'a duré que 9 jours. Statistiquement, la probabilité qu'un objet interstellaire atteigne son périhélie durant cette période est extrêmement faible. S'il y était arrivé, 2 semaines plus tôt ou plus tard, le disque de dissimulation de LASCO l'aurait complètement bloqué, et le champ de stéréo aurait perdu sa trajectoire sur des millions de kilomètres. L'orbite l'a donc amené directement qu'à travers les lignes de visée combinées, assurant une couverture continue pendant la période d'interférence solaire maximale. Ensemble de données sans précédent, des courbes de luminosité, des indices de couleur et des images morphologiques simultanées provenant de 4 instruments opérant à différentes longitudes solaires. La configuration géométrique a transformé ce qui aurait été une zone d'ombre en une campagne d'observation panoramique. Lorsque les auteurs évoquaient un possible indice de conception, ils ne faisaient pas référence à quelque chose de mystérieux, mais à un alignement géométrique improbable. L'orbite, l'élongation solaire et le moment exact du périhélie se combinaient avec une telle précision qu'ils permettaient une surveillance complète par des instruments qui n'avaient même pas été conçus à cet effet. Le résultat est historique. L'enregistrement le plus complet jamais réalisé du passage d'un objet interstellaire près d'une étoile, avec des images continues, en visible et en infrarouge, de l'approche à l'éloignement. Coïncidence ou résonance orbitale encore inconnue? Le fait est clair. 3I Atlas a suivi la seule trajectoire permettant de rester visible même sous l'éclat aveuglant du Soleil. Une trajectoire qui a permis à l'humanité de continuer à l'observer. Le 29 octobre 2025, elle a atteint son périhélie à 0,31 UA du Soleil, une zone où les comètes ordinaires se désintègrent. Mais au lieu de disparaître, elle est devenue plus brillante. Dans les derniers instants de la transmission des données, les instruments LASCO C3, COR2 et CCOR1 ont enregistré un pic soudain de luminosité, suivi d'un plateau stable, un comportement contraire à la désintégration. Le halo de 300 000 km de diamètre ne s'est pas fragmenté. Il s'est stabilisé, comme si un mécanisme interne maintenait son équilibre. Plus intrigante encore, l'accélération non gravitationnelle a changé de signe. Avant le périhélie, la poussée indiquait une fuite du Soleil. Près du point maximal, elle s'est atténuée et inversée, pointant vers le Soleil, ce qui suggère un contrôle actif,
un ajustement d'orientation en fonction de la géométrie orbitale. À ce moment précis, le vent solaire était violent. Une éjection de masse coronale a quadruplé le flux de particules. Malgré cela, la courbe de brillance d'Atlas est restée lisse, sans fragmentation, sans queue déformée, une sphère stable au sein d'un océan de plasma. Le 31 octobre, elle est passée complètement derrière le Soleil et a finalement disparu de notre champ de vision. Les coronographes ont perdu son signal, non pas à cause d'une destruction, mais parce qu'elle se trouvait dans la zone d'ombre entre les engins spatiaux. Les analystes se sont donc tournés vers l'avenir. Les modèles indiquent qu'à sa sortie de la conjonction, elle se lèvera au nord de l'écliptique et redeviendra visible au crépuscule début décembre, peut-être même plus brillante. Si cela se produit, les télescopes Hubble et James Webb auront accès à quelque chose d'inédit, les premiers spectres post-périhélie d'un objet interstellaire ayant survécu à un passage proche du Soleil. Alors, simple coïncidence ou quelque chose de plus? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenu sur l'Atlas 3i.